Notre sujet est l'apprentissage de l'écriture en braille. Communiquer fait partie des grandes fonctions du vivant. Cela suppose l'existence d'au moins un émetteur et un récepteur qui échangent des signaux de nature variée, visuelle, sonore, chimique. Homo sapiens est une espèce dite prosociale. La communication y joue un rôle prépondérant. Notre espèce a élaboré des communications complexes, avec des langues et des cultures variées. Chez les personnes souffrant d'un déficit visuel, l'accès au langage écrit emprunte une autre voie, celle du toucher. C'est à ce mode de communication, faire du langage à partir du toucher, que nous avons choisi d'expérimenter. Imaginons que vous avez décidé de vous promener en forêt et que sur le chemin vous attrapez une pierre. Même les yeux fermés, vous pourrez aisément déceler ces plus petites irrégularités. C'est sur ce même principe que se base le braille. L'écriture des malvoyants, du nom de son inventeur Louis Braille, leur permet de lire des livres ou de détecter des informations sur les boîtes de médicaments. Le braille repose sur le principe de la cellule à 6 points. Avec 63 combinaisons possibles, on peut créer des caractères en relief formant l'alphabet. Ainsi, la lettre A est représentée par le point 1, la B par les points 1 et 2, et ainsi de suite. Le cortex somatosensoriel traite les informations de la surface du corps grâce aux neurones relais et les sensitifs. Les R3B et 1 reçoivent les informations tactiles larges pour la 1 et restreintes pour la 3B. Elles permettent l'analyse de la texture et des formes. Les différentes modalités, comme la nociception et la température, activent des groupes de neurones distincts. La projection corticale sur l'autosensoriel de notre corps ne respecte pas les proportions anatomiques. Nos doigts sont bien plus sensibles au toucher que le dos ou la main. Nous avons donc voulu savoir à quel point nous étions plus sensibles au toucher. C'est pourquoi nous avons effectué une série de tests pour observer à partir de quel écart entre deux points de pression il était possible de les distinguer. Pour ce faire, nous avons utilisé un trombone plié afin d'obtenir l'écart voulu. Comme vous pouvez le constater sur nos résultats, les doigts sont en effet les plus sensibles. De plus, l'écart minimal de distinction digitale correspond à l'écart entre deux points d'une cellule sur une plaquette de braille. Cette capacité est liée à la peau. Notre peau a d'innombrables cellules sensorielles. Elles transmettent les stimuli à notre moelle épinière. Les mécanorécepteurs de la peau nous offrent cette incroyable aptitude sensorielle. Ils sont au nombre de 5. Les plus utiles sont situés dans notre épiderme et ce sont les cellules de Merkel. Ce sont les cellules les plus précises et sensibles. Elles transmettent les informations en continu tant que la peau effleure les points. Elles fournissent au cerveau des informations d'une extrême précision. Une expérience de 2008 menée au Beth Israel Deaconess Medical Center montre qu'un apprentissage du braille est possible en quelques jours et qu'il est réversible. En a découlé l'hypothèse que les capacités révélées par la perte de la vue préexistaient à l'état latent. L'équipe d'Alvaro Pasqualeone fit participer 47 volontaires à une expérience. Durant 5 jours, une moitié porte en permanence un masque sur les yeux les privant de toute vision. Pendant 4 à 6 heures par jour, tous étaient soumis à d'intenses activités mettant en jeu le sens du toucher, en particulier l'apprentissage du braille. Une expérience sur 32 sujets consistait à observer en IRM fonctionnel l'activité du cerveau pendant et après la période aveugle. Les sujets masqués apprennent plus vite le braille que les témoins. À l'examen en IRM, le cortex visuel des personnes aux yeux bandés montre une zone du cerveau impliquée dans la vision qui semble immédiatement réquisitionnée pour analyser les signaux du toucher. Cependant, 24 heures après avoir retrouvé la vue, cette capacité disparaît complètement. Cette expérience révèle une extraordinaire plasticité cérébrale. On voit aussi que pour apprendre le braille, avoir les yeux bandés est favorable. Nous souhaitions reproduire la même expérience randomisée à une échelle scolaire. Nous avions fait 2 protocoles, un pour le groupe A avec privation visuelle et un pour le groupe B, sans privation visuelle. Nous avions 2 classes à disposition, donc 2 groupes A et B, pour avoir plus de résultats. Ils avaient tous une enveloppe qui contenait une feuille pour noter la fréquence d'entraînement, le protocole, ainsi qu'un alphabet braille. Notre échelle de temps était de 15 jours. L'objectif final était que les participants à l'étude reconnaissent 10 lettres prises au hasard. Chaque lettre valant 1 point, le tout était sur 10. Nous avions prévu que les entraînements quotidiens puissent ne pas être respectés. Nous avons prévenu les participants que cela ne les pénaliserait en aucun cas. Enfin, après avoir récolté les résultats de chaque groupe, nous avons fait les moyennes, ce qui nous a donné 4 notes. Nous les avons liés par groupe, puis nous les avons corrélés avec la moyenne des fréquences des entraînements, en prévoyant une incertitude type. Une fois les 15 jours écoulés, nous avons prélevé les résultats. À première vue, nous avons obtenu des résultats plus faibles pour la détection des lettres en braille, avec seulement 63% de réussite pour le groupe A et 73% de réussite pour le groupe B. Cependant, en comparant la moyenne des fréquences des entraînements, on réalise que le groupe A avait fait seulement 47% des entraînements, comparé au groupe B qui lui en avait fait 62. Néanmoins, en divisant les moyennes de reconnaissance par les moyennes des fréquences, le score devient favorable pour le groupe avec privation visuelle, avec 1,34 contre 1,17. Donc, malgré le score plus faible, le fait d'avoir une fréquence des entraînements moins assidue montre qu'il est plus simple d'apprendre le braille avec les yeux fermés. L'apprentissage peut être favorisé aux participants qui ont des antécédents tels que le piano, les jeux vidéo ou encore l'escalade. On peut donc en conclure que la privation visuelle a un impact bénéfique sur l'apprentissage du braille, comme l'a démontré l'étude sur laquelle nous sommes basés. Au travers de notre sujet sur la communication dans le monde vivant, nous voulions communiquer sur la notion de handicap. Il dépend à la fois de la perte de fonction subie, mais aussi du milieu de vie. D'autre part, ces recherches nous ont permis d'interroger sur la notion de norme. En somme, qu'est-ce qu'être normal si ce n'est correspondre à une valeur statistique? Nous sommes tous différents. Taille, couleur de peau, résistance aux parasites. Ces différences se retrouvent aussi dans notre organisation cérébrale. La plasticité cérébrale nous permet de réorganiser notre cerveau afin de créer du nouveau, de la singularité et de l'adaptation suite à des apprentissages ou des accidents. Cette plasticité fait de nous des êtres inachevés. Qu'est-ce qu'être humain, sinon faire l'expérience sans cesse renouvelée de notre universelle créativité qui s'exprime à un très haut degré dans nos modes de communication?